Bonjour, donc je vais vous parler de l'accélération de la transition des usages pour sortir des énergies fossiles. Alors sortir des énergies fossiles, ça fait longtemps qu'on sait qu'on en a besoin pour le climat. Ça fait un peu moins longtemps que tout le monde a compris qu'on en avait aussi besoin pour notre souveraineté. Avec Poutine d'abord, Trump ensuite, et sur les composants de ce qui permet de décarboner l'économie, c'est-à-dire le lithium, le nickel, les batteries, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Il faut aussi tenir compte de ce que fait la Chine et donc du troisième grand, Xi Jinping. Et voilà ce que ça donne quand on ne s'occupe pas de ce sujet-là. La France s'en était occupée un peu, l'Allemagne beaucoup moins. Et ça donne un déficit de la balance commerciale énergie qui est gigantesque, 360 milliards de dollars pour l'Europe. Et pour la France, comme vous le voyez, c'est passé en 2022, on a fait x2,5. Merci Poutine. Et tout le monde a dû payer pour ça. Beaucoup plus cher encore en Allemagne, où les prix ont fait x4 en 2022, avec des pics à x8 pour le gaz. Donc, on n'est plus tout à fait souverain quand on est sous cette menace-là. Voilà ce que donne notre consommation finale d'énergie. Et là, je parle pour l'ensemble de l'Europe, l'Europe des 27, l'Europe unie. Vous voyez que la consommation totale, en gros, n'a pas vraiment baissé depuis 1990. Elle a quand même baissé depuis le pic en 2005-2006, mais elle reste à un niveau très élevé. L'énergie toujours finale d'origine fossile, elle a commencé à baisser sérieusement, mais il y a toujours en Europe 72% de l'énergie totale consommée par l'Europe qui est d'origine fossile. Et il faudrait que ce soit zéro ou quasiment zéro. C'est important de savoir que pour la France, c'est 60%. On a beaucoup plus décarboné que le reste de l'Europe. Et si je prends le cas de l'Allemagne, qui a fait beaucoup moins, c'est 77%. Ils ont 77% de leur énergie à soit supprimer, réduire, et évidemment décarboner. Et l'énergie d'origine non fossile, évidemment, c'est le complément. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour 2030 d'abord? Eh bien, si on veut faire Fit for 55, c'est-à-dire moins 55% d'émissions de CO2 par rapport à 1990, il faut qu'on fasse moins 50% par rapport à 1990 en consommation d'énergie. Pourquoi pas 55? Parce que, je vous le passe, le charbon, c'est pire que le gaz, et comme il y a moins de charbon et un peu plus de gaz, il n'y a pas tout à fait besoin du même total. Ça veut dire qu'évidemment, il faudra faire de l'ordre de moins 80%, moins 90% en 2040 pour arriver presque à zéro en 2050. C'est un chemin difficile et c'est un chemin indispensable et pour le climat et pour notre souveraineté. Alors évidemment, du coup, il va falloir faire beaucoup plus en énergie d'origine non fossile, en espérant que l'énergie totale, avec l'efficacité, la sobriété, etc., pourra baisser. Mais on ne sait pas encore vraiment de combien. Voilà ce qu'il faut faire donc d'ici 2030, en 5 ans maintenant, puisqu'on a réduit à peu près de 3-4% les 2 dernières années. Donc il reste encore de l'ordre de 35% à faire, simplement en 4 ans. La pente est raide et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Alors, tout ça, ça va se faire avec un triple mouvement qui est bien analysé dans une note de l'Académie des technologies que je recommande, qui est disponible sur notre site public. D'abord, il faut décarboner la production d'électricité. Ça, la France l'a largement fait, à 95% aujourd'hui. Le reste de l'Europe à 65%, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, mieux utiliser la production de biomasse énergie avec les inconvénients que ça peut avoir de son côté. Par ailleurs, évidemment, il faut chercher à descendre, à réduire la demande totale d'énergie. Et enfin, il faut substituer l'électricité et la biomasse à l'énergie fossile. Et c'est essentiellement de ça dont je vais parler. Alors pour faire ça, vous avez les chiffres
qui sont là. Il faut retenir ces chiffres-là, c'est essentiel. Les transports, 50%. Là-dedans, le routier, c'est 45%, c'est énorme. L'industrie, c'est 20%, le bâtiment, c'est 28%. C'est des chiffres, voilà les consommateurs dans l'énergie finale. Et donc, en supposant que l'électricité soit bien décarbonée, voilà ce qu'il faut enlever en fossiles dans le reste de l'industrie. La biomasse, j'y reviens rapidement. La biomasse, on a beaucoup surévalué la possibilité d'utiliser la biomasse en énergie. L'Académie des technologies a aussi travaillé ce sujet avec l'Académie de l'agriculture. Pour la France, on pense qu'au mieux, ce sera un quart de notre énergie en 2050. On est à 150 TWh, il faudrait monter à 250. Les estimations qui avaient été faites dans la PPE 2 à 400 ou 450 sont juste délirantes et pas réalistes et en plus dangereuses pour nos campagnes. Voilà à peu près, donc retenez ça, dans le futur, l'électricité 3/4, la biomasse 1/4 au mieux. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, finalement, ça suit ça, puisque vous avez tout ce qui est en bleu et le gris qui est en haut, c'est la combustion de carburants fossiles. En gris, c'est pour faire de l'électricité, c'est la pétrochimie, etc. Ça pèse 24% en Europe, ça pèse plus que 9% en France. On est très en avance là-dessus, toujours pour la même raison, on a décarboné massivement notre électricité. Ça se tient donc souveraineté et décarbonation. Travailler pour le climat, c'est la même chose. Alors la sobriété. La sobriété, on en parle beaucoup et effectivement, il faut en faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer moins, ça veut dire se chauffer moins dans les maisons, ça veut dire se déplacer moins, ça veut dire se déplacer avec des vitesses diminuées, que ce soit des voitures ou des avions ou des bateaux. Mais, et ça c'est longuement développé dans le séminaire qu'on a fait à l'Académie des technologies il y a 3 ans, la sobriété doit rester choisie, elle doit être partagée, c'est pas les riches font rien et les pauvres font tout. Et elle doit être, et ça c'est important, elle doit être accessible via des alternatives. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de sobriété possible. Et là, ça se recoupe beaucoup avec l'efficacité. Évidemment, l'isolation des bâtiments, ça fait partie de l'efficacité et c'est non négligeable. Les changements modaux dans les transports, c'est clair que passer de la voiture au vélo, de la voiture au transport en commun, c'est très efficace. Mais le potentiel n'est pas forcément illimité à ça. Je donnerai simplement un chiffre. Si vous prenez l'enquête déplacement de la France en 2019, si vous passez tous les déplacements en voiture de moins de 5 km, 100%, vous les éliminez. Vélo, transport en commun. Vous éliminez la moitié des transports de 5 à 10 km, vélo ou transport en commun, et vous éliminez un quart des transports entre 10 et 20 km, eh bien vous avez gagné 20% des déplacements véhicules-kilomètres de voiture. 20% seulement. Pour moi, c'est un majorant de ce qu'on peut espérer gagner sur la sobriété dans les mobilités. Évidemment, il faut quand même le faire. Je ne pense pas qu'on ira à 20%, mais je pense qu'aller chercher quelque chose qui ressemble à ça, ça mérite d'y passer du temps. Alors, je fais une petite parenthèse avant de continuer sur le numérique, parce qu'on en parle beaucoup. L'Académie de technologie a fait une prospective sur le numérique, la consommation du numérique pour 2030. Ce qu'on voit, c'est 6% de l'électricité mondiale. On voit que ça s'améliore, le rendement s'améliore, la quantité d'électricité consommée monte, mais le rendement s'améliore au total. Et là-dedans, il y a 50% dans l'usage des terminaux. PC, téléphone, il compte là-dedans aussi télévision. Et ensuite, 20% dans les data centers, c'est gros, mais ce n'est pas si gros que ça. 10% dans les bitcoins et il reste 15% dans les réseaux que j'ai pas mis sur cette fiche. Alors, les mobilités partagées, ça marche. À Paris, par exemple, Vélib, c'est 1 million d'utilisateurs, y compris les touristes, 150 millions de kilomètres par an et 20 000 vélos qui tournent, dont maintenant 40% de vélos électriques. Mais
regardez la densité, il y a beaucoup d'infrastructures derrière et il y a de la technologie. Pas beaucoup de technologie, mais de la technologie quand même. Et il faut que ça marche. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs à Paris. Si je vais un cran plus loin, on pourrait faire beaucoup en réduction des déplacements des voitures et surtout au nombre de voitures et donc les places de parking dans les villes. Plusieurs simulations montrent qu'on pourrait diviser ça par 5, peut-être par plus. Et ça peut se faire avec la technologie des véhicules autonomes. Cette technologie est en train de devenir mature aux États-Unis, en Chine, pas encore en Europe. Donc, pour résumer, sobriété, efficacité, il y a de la technologie aussi derrière et quelquefois des investissements. Mais l'essentiel, ça va être évidemment comment on passe des fossiles à l'électricité décarbonée, c'est le gros paquet, 75%, à la biomasse, 25%, et il reste un peu à faire, peut-être 7-8% sur la géothermie. On est très en retard par rapport aux Scandinaves et aux Canadiens, par exemple. Et puis, il faudra sûrement faire aussi l'utilisation des fossiles avec de la séquestration du carbone, la capture et la séquestration du carbone. Alors, quelquefois, l'électricité ne suffit pas. Dans ce cas-là, il faut passer par l'hydrogène. Et ça, c'est nécessaire pour la chimie, pour fabriquer des engrais, peut-être pour les aciéries, pour fabriquer des e-carburants pour les avions ou des biocarburants à partir de la biomasse, ou mélanger les deux, hydrogène et biocarburants, pour faire des e-biocarburants qui sont plus efficaces. Alors maintenant, très rapidement, les transports. Quand vous passez d'une voiture, les meilleures voitures hybrides d'aujourd'hui, à une voiture électrique, vous divisez l'énergie finale que vous utilisez par 3. Et ça, c'est un chiffre conservateur. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps sur une voiture très populaire en Europe aujourd'hui, une française. On divise par presque 4, en fait. Si vous prenez les poids lourds, on divise un peu, c'est plutôt entre 2 et 2,5. Si vous prenez le passage de la biomasse à des biocarburants, par contre, vous multipliez l'énergie finale consommée par 1,5. Pareil avec les e-biocarburants qui sont particulièrement compliqués puisqu'il faut capturer du CO2, émettre de l'hydrogène décarboné et passer dans un processus chimique qu'on appelle Fischer-Tropsch. Voilà, c'est ce que j'ai décrit un petit peu en bas. Donc là, dans ce cas-là, vous multipliez par 2 dans le cas des e-carburants, dont des carburants de synthèse, vous multipliez par 2. Donc, une tonne de kérosène aujourd'hui, il faudra l'équivalent de 2 tonnes de kérosène pour passer en e-carburant, et ce sera de l'électricité essentiellement, qui passe par l'hydrogène. Donc tout ça, ça a été développé dans un rapport qui a été très utilisé par l'État et à l'étranger de l'Académie des technologies. Innover pour accélérer dans le bâtiment, là c'est pareil, passer du chauffage au gaz à une pompe à chaleur, vous faites au moins un facteur 2 sur l'énergie finale consommée en RR. Si vous utilisez de la géothermie de surface et donc vous êtes en OR, dans ce cas-là, vous faites 3 voire 4 d'économie d'énergie finale et vous éliminez le CO2 évidemment complètement. Stockage intersaisonnier, on pourrait gagner de l'ordre de 20-30 TWh en Europe en stockant l'excès d'énergie, la chaleur donc en été, et en la récupérant en hiver avec une pompe à chaleur. Vous avez un très bon rapport de l'Académie, là aussi, sur ce sujet. Le biogaz, je vais y passer très rapidement. On se fait des illusions sur le biogaz et je vais juste montrer un slide derrière qui va vous montrer sur la gauche, sur la droite, pardon, pour vous, sur la gauche, oui, ce qu'on consomme en gaz naturel aujourd'hui, et sur la droite, ce qu'on consomme en biogaz. Même si on fait x2, même si on fait x3, vous voyez très vite que le biogaz, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de chauffage, en particulier dans les ménages, dans les commerces et dans l'industrie. Il va falloir électrifier massivement. Ce n'est pas le biogaz qui va nous sauver. Enfin, l'industrie, donc, l'efficacité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, Safran, mondialement, a gagné en 4 ans de l'ordre de 10% de l'énergie totale consommée par ses usines et ses bureaux. C'est beaucoup. Je ne sais pas si on pourra gagner beaucoup plus que ça, mais ça montre que l'efficacité aussi, ça paye, et ceci avec des investissements qui ne sont pas énormes. L'électricité décarbonée, c'est aussi évidemment pour la pâte à papier, pour l'aluminium, pour les cimenteries, pour l'électrolyse du minerai de fer, qui est une technologie en amont, TR2, TR3. Le passage des fossiles
par l'électricité décarbonée et l'hydrogène nécessaire pour la chimie, pour les engrais, pour l'acier. Et enfin, je vous l'ai dit, le biogaz qui n'est pas une grande solution à cause du temps passé. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça aussi s'est développé dans un rapport sur la partie ciment, là, sur le ciment décarboné. Est-ce qu'il y a des alternatives? Et enfin, pour conclure, je voulais simplement dire que pour la souveraineté de l'Europe, pour la décarbonation de notre économie européenne et pour le climat, on a un immense champ d'innovation et j'espère que tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les chercheurs qui sont dans la salle en sont conscients. Je vous invite à aller voir la fresque de l'Académie des technologies qui montre un peu le champ total d'innovation qu'on a devant nous. Voilà, le futur est sur l'innovation, la technologie pour le climat, pour notre souveraineté. Merci.